poste synchronisé. Tellement la flemme. Et puis ça va se voir surtout. Ah, j'ai déjà fait. Faut prendre le temps. Voilà. Aujourd'hui, nous allons terminer la guerre du Roussillon sur le même modèle que l'épisode précédent. Comme d'habitude, si vous voulez suivre, il n'est pas inutile de regarder cette vidéo. On va prendre directement la suite. Pour rappel, fin 1793, l'armée française a dû se réfugier dans le camp de l'Union, au pied de Perpignan. Les Espagnols contrôlent une grosse partie des fortifications dans les Pyrénées et tiennent même une partie de la côte en prenant le port de Collioure. On touche clairement aux limites de cette armée improvisée et en manque de moyens qu'est l'armée des Pyrénées-Orientales. Mais heureusement pour elle, le siège de Toulon est enfin terminé, libérant une certaine quantité de troupes bien expérimentées. Aussi, fin décembre 1793, la Convention décide d'envoyer 12 000 hommes depuis l'armée de Toulon vers le Roussillon. Et Dugommier devient le général en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales avec sous ses ordres 50 000 hommes, dont la moitié en garnison. La priorité, c'est de réorganiser l'armée. L'improvisation, c'était dans le feu de l'action. Avec l'hiver, on a du temps. Déjà, les troupes sont réorganisées en 3 niveaux. 1. Grenadiers et chasseurs, troupes entraînées et très capables, avec des compétences supplémentaires. 2. La ligne, troupe de base, qui sait manœuvrer un minimum et tenir le rang. 3. La force d'inertie, ceux qu'il faut entraîner, qui savent à peine recharger une arme et tirer sans tenir la ligne, enfin, il y a du travail quoi. Avec ce classement, les troupes deviennent plus simples à gérer. La force d'inertie est en priorité gardée à l'arrière pour continuer son entraînement ou pour servir de garnison. Et le reste devient une armée capable, à laquelle on peut faire confiance. Évidemment, il est possible de passer d'un niveau à l'autre une fois les compétences acquises. Ce qui peut servir de motivation pour des troupes qui se battent par patriotisme pour défendre la nation. Bon, notez que cela va contre les décisions du Comité de salut public, qui désire que les troupes, par une vision politique égalitariste, fassent l'amalgame entre la ligne et les levées. Ce qui n'est pas absurde non plus, hein. Les nouvelles recrues apprenant au contact des troupes plus expérimentées, simplement ça demande un peu plus de temps pour devenir véritablement effectif. Il est probable que Dugommier n'aurait pas pu se permettre cette organisation sur 3 niveaux s'il avait été plus proche de Paris, donc plus contrôlable. Mais bon, après, pour la guerre en montagne, ça fonctionne pas mal d'avoir des troupes un peu plus costauds comme les grenadiers et les chasseurs pour certaines opérations un peu plus fines. On va s'épargner les nuances. 3 divisions sont créées pour organiser l'agencement de l'ensemble des forces sur le territoire, et il y a aussi une réserve. Ainsi, en moins de 2 mois, l'armée des Pyrénées-Orientales, qui reçoit de nouveaux renforts, reprend pied, voit une véritable chaîne de commandement être organisée et peut mieux former ses nouvelles recrues. En face, les Espagnols restent statiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la guerre pèse énormément sur les finances de l'État et la logistique a beaucoup de mal à suivre. Du coup, dans la cour espagnole, on commence déjà à parler de la paix. Du coup, l'armée reste dans ses quartiers d'hiver et ne fait que renforcer sa position. En même temps, il faut bien se préparer. La campagne reprendra en avril, mais entre-temps, il est toujours possible de faire quelques manœuvres d'approche. Allez, la campagne. Cette dernière reprend doucement, les Français avancent pour mettre la pression sur le Boulou. Suite à une attaque qui entre en Espagne, au Seu d'Urgell, du côté du Val de la Tête, mais qui doit se replier, les Français vont jusqu'à Banyuls-les-Aspres, puis combattent à Palau, ce qui leur fait découvrir un chemin de montagne qui va s'avérer bien pratique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est une guerre vachement statique. Les positions sont choisies pour contrôler des espaces et bloquer les chemins. Cela relève de pas mal de choses que nous allons explorer en parlant des concepts de guerre en montagne et de fortification temporaire. Mais du coup, il ne faut pas interpréter les campagnes comme de grands mouvements de troupes libres en plaine. Ici, le moindre chemin peut permettre de bien positionner une artillerie. Le manque de chemin praticable fait qu'on peut facilement se retrouver isolé. Il faut donc surveiller un ensemble et ne pas se laisser piéger. A l'inverse, à l'offensive, il faut savoir utiliser un peu toutes les options. Fixer l'ennemi, masquer un mouvement, utiliser un chemin non gardé, etc. C'est exactement ce qui se passe au Boulou les 30 avril et 1er mai 1794. Dugommier va utiliser toutes les routes qu'il a à disposition pour se jouer des Espagnols,
qui ont entre-temps perdu leur général en chef Ricardos qui est mort et qui a été remplacé par un chef moins expérimenté, La Unión. Première étape, les Français font mine de se préparer une position à Homs face à Céré, chemin bien connu sur la gauche des Espagnols que ces derniers renforcent en conséquence. 8000 hommes sont fixés alors que l'objectif français est ailleurs. Les positions espagnoles sont comme suit. À leur gauche, Céré avec Saint-Ferriol en poste avancé. Au centre, le Boulou avec le camp des Trompettes et plusieurs lignes de fortification temporaires, notamment le retranchement de Saint-Pierre, le Pla del Rey, Saint-Luc, plus une deuxième ligne pour tenir la Valmagne et le Tech. À leur droite, la position forte de Montesquieu, plus quelques troupes à La Roque et Villelongue. La côte est gardée à Argelès. Remarquez comme cette dernière est séparée du reste. Et c'est le retour de la carte de l'épisode dernier qui montrait le système de défense espagnol centré autour du Boulou. Donc dans l'épisode dernier, on s'était intéressé essentiellement au Pla del Rey, donc plutôt côté gauche espagnol, côté droite française, même si ça va jusqu'à Céré qui est encore plus loin. Mais là, dans cet épisode, on va plutôt s'intéresser à l'autre côté. Donc vous vous souvenez du coup qu'il y a tout ce système à plusieurs lignes sur la gauche espagnole, et sur la droite, on a le camp des Trompettes, ça s'appelle, qui est relié à un promontoire qui s'appelle Montesquieu. Ensuite, on a une autre étape à Villelongue, et on a des troupes qui sont censées tenir la Roque et qui ne vont pas rester bien longtemps, mais ça, on y reviendra. On a aussi en fait une autre carte un peu plus précise de ce camp des Trompettes, et on voit aussi que Montesquieu, qui est donc un peu plus en haut à droite sur la carte, le nord est à gauche, vous regardez, on voit que le camp des Trompettes est relié à Montesquieu par plusieurs retranchements. Alors, on est allé chercher du côté du camp retranché des Trompettes. En fait, il y a une ligne de TGV qui traverse la zone. On n'a rien trouvé. C'est devenu une espèce de forêt. Il n'y avait rien. On a suivi la crête pour essayer de retrouver les petits retranchements que vous voyez en fait à droite. Et c'est pareil, on n'a rien retrouvé. On a même quelqu'un qui, depuis le premier épisode, s'est proposé pour aller voir, qui a vu des formes qu'on avait aperçues, mais on va dire qu'on ne peut pas se permettre de tirer des conclusions à l'heure actuelle. Mais par contre, on a jeté quand même un œil au point de vue de Montesquieu, qui permet d'avoir quand même une certaine assise sur la zone. Bon, alors là, on est à Montesquieu, Montesquieu maintenant, qui est un promontoire assez important. Vous avez pu le voir sur les cartes, en fait c'est vraiment un point assez clé qui contrôle un petit passage que les Espagnols tiennent bien, qui embête bien les Français à la première bataille du Boulou. Vous voyez qu'en fait le Boulou est là-bas, vous avez Perpignan par là, et en fait ça domine vraiment la vallée. Le camp des Trompettes est en contrebas en fait au niveau du TGV, donc c'est pas sûr qu'on trouve grand chose là-bas, mais voilà, c'est vraiment une position forte qui est un peu éloignée et qui permet de couvrir, on va dire, la droite espagnole, sachant qu'en fait, vous allez voir, tenez, je vais vous montrer. En gros, quand vous regardez plus près, voilà, vous avez la ligne de TGV juste là. Comme ça, donc le camp des Trompettes était à peu près là, le Boulou qui est, ici, avec d'ailleurs derrière le Pla del Rey sur laquelle a eu lieu le gros de la première bataille. Et en fait derrière, les Pyrénées. C'est les Pyrénées. Donc bon, c'est fermé. En fait les Espagnols contrôlent derrière la crête là pour pouvoir, comme voie de repli possible. Et si on regarde de l'autre côté, donc là vous voyez qu'en fait il y a un petit fort sur le promontoire, et tout au fond là-bas, on voit Perpignan. C'est quand même un point de vue intéressant qui ne permet pas vraiment de contrôler la zone, mais qui couvre un petit peu le Boulou et qui permet de voir surtout la plaine du Tech. Le Tech d'ailleurs qui traverse en fait tout le long comme ça, jusqu'au Boulou. Et notez aussi, alors je ne sais pas si on va voir. Alors c'est pas évident, mais en fait là-bas, il y a la Méditerranée. Donc attendez, je vais bouger la caméra. Mais il y a la Méditerranée là-bas, donc vous voyez en fait que le lien à faire avec la Méditerranée et la côte, avec Collioure qui est au-delà
au-delà de la crête là-bas, et bah faut le faire. Faut le faire parce qu'après on est isolé. Dugommier a une supériorité numérique pour lui, plus de 30 000 contre 23 000. Il compte donc manœuvrer et exploiter une erreur de couverture des Espagnols. Avec la côte séparée du dispositif du Boulou, il met en couverture un peu de troupes contre Argelès pour assurer la sécurité du passage par près de 3000 hommes pendant la nuit pour emprunter une crête qui couvre la route du col du Pertus, le San Cristo. Dans le même temps, les troupes françaises se déploient, contre Villalongue puis Montesquieu, et bien évidemment face aux retranchements protégeant le Boulou. La manœuvre est une réussite. Au matin du 30 avril, le Boulou découvre dans son dos les troupes françaises. Une partie coupe la route vers Bellegarde et l'Espagne, une autre prend part à un assaut contre Montesquieu par 3 côtés. La position tombe en début d'après-midi. Notez bien que cette manœuvre n'est possible que grâce à des guides, une bonne couverture et à une mégarde espagnole. Ces derniers contrôlant la côte, ils pensaient qu'il n'était pas possible de les contourner sans que la manœuvre soit repérée par une traversée du Tech. C'est parce qu'ils ont mal gardé le contact avec leurs troupes de la côte qu'ils ont été pris au piège. Bon, du coup, pour comprendre ce mouvement opérationnel en fait des Français en passant dans le dos des Espagnols, on voit l'entrée en fait est au niveau de la Roque où les Espagnols s'étaient repliés déjà, et donc les Français passent discrètement, et vous voyez donc le San Cristo. La carte montre pas trop les hauteurs, hein. On a du mal à s'imaginer à quel point ça peut être haut par rapport au reste, mais on est assez haut par rapport à Montesquieu. Et ensuite les Français redescendent, et vous voyez qu'en fait rien qu'avec ce mouvement, tout à coup les troupes espagnoles sont vraiment isolées de leur voie de repli, parce que elles ne peuvent pas partir par la côte, vu que les Français en fait maîtrisent la plaine du Tech. Ils peuvent plus passer par Bellegarde parce qu'il y a des troupes françaises qui se sont mises sur le seul chemin possible, et du coup il n'y a plus qu'une seule voie possible, c'est remonter le Tech vers Céré. Donc si les Français arrivaient par exemple à fermer cette voie-là, ce serait quasiment terminé pour les troupes espagnoles. Donc on voit assez vite, rien qu'avec cette carte et ce petit mouvement, comment d'une situation assez facile à conserver, les Espagnols sont passés à une situation assez horrible. Retour à Montesquieu pour vous montrer qu'en fait, pour faire tomber ce promontoire, ils vont attaquer par là où sont les Français, mais aussi en fait ils ont fait le tour et ils passent par là-haut. Donc je vais vous montrer plus précisément, puis ils attaquent aussi là. Ce qui fait qu'après le Boulou est complètement isolé, d'autant plus qu'il y a en fait des Français qui passent au-delà de la crête là-bas. Je vais montrer plus précisément. D'ailleurs, c'est un point de vue qu'on ira voir. Tout là-haut, le San Cristo. Pas mal, hein? Bon, on va essayer d'analyser ça. Là, on est sur le Saint-Christophe, ou le Saint-Cristo, sur lequel les Français arrivent à passer en fait en montant par là. Donc ce que vous avez devant vous, c'est toute la plaine du Tech, avec juste en bas là Montesquieu, sur lequel vont foncer à peu près 1000 hommes, directement comme ça. Ils vont descendre, et qui va se faire attaquer en même temps par le nord. Les Français sont par là. Là, vous avez le Boulou. Et derrière, d'ailleurs, si on regarde, il y a le Pla del Rey qui est devant, là où on était tout à l'heure. Donc le Montesquieu, il tombe assez facilement avec cette attaque. Mais surtout, on a le reste des hommes qui foncent droit par là. Et je vais vous montrer un peu les conséquences du truc. Parce que les Espagnols, ils ont une ligne là, comme ça. D'accord ? Et ils tiennent aussi jusqu'à Céré. Et regardez, c'est quand même... Parce que là... Donc là, en fait, on a Montesquieu juste là. On remonte sur le Boulou, qui est ici, avec le Pla del Rey devant. Et quand on tourne, on voit bien, en fait, toute la vallée. Et les Français partent tout droit par là. Ils vont tout droit, ce qui fait que ils coupent
la voie de retraite possible vers l'Espagne qui va par là. Ils vont vers l'Écluse et vous avez au fond Céret. Et c'est pour ça que les Espagnols paniquent un peu et foncent sur Céret pour se replier parce que leur autre voie de repli ce serait le long du Tec. Donc vous voyez assez simplement en fait que ce simple mouvement des Français, bah, ça les isole bien. Ils sont quand même pas super bien. Voilà. Ils sont obligés de lâcher la position. Et vous regardez, en fait, c'est quand même pas mal comme vallée. Là, vous avez forteresse de Bellegarde. On va voir si je peux vous la montrer en photo un peu plus claire. Et donc voilà. Et avec ça, en fait, vous voyez tout de suite que la garde de montagne, c'est une affaire de route. Là, ici, tout le long de la crête, bah, d'ailleurs, je peux vous montrer un peu. En fait, vous voyez que là, la crête, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer du tout. Voilà. Tandis que de l'autre côté, bah, c'est pareil. C'est pareil. Et du coup, bah, les Français, eux, ils montent par là. Ils partent à peu près de là, ils remontent ici. Ils remontent ici, puis après ils reviennent comme ça. Ce qui leur permet de foncer à Montesquiou direct et à l'Écluse. Et tout à coup, les Espagnols ici sont isolés. Ah non, c'est un beau point de vue. Hein. Un beau point de vue. Les Espagnols, vu la situation, décident de se replier, mais les Français ne restent pas là sans rien faire et tentent de leur couper leurs moyens de fuite. Au sud, les troupes qui ont contourné le massif des Albères gèrent, mais il reste encore serré. Dès 4 h du matin, la pression est mise sur le camp des Trompettes que les Espagnols abandonnent. Si les troupes de la rive droite du Tec parviennent tant bien que mal à rejoindre Céret en passant par Montella, celles de la rive gauche sont isolées. Les troupes françaises fondent effectivement sur Céret par le nord et coupent leur voie de repli. Les Espagnols perdent toute leur position et ne peuvent évacuer leurs bagages qui sont capturés. On revient une dernière fois sur cette carte, en remarquant déjà que les troupes françaises qui avaient fait le tour, par une espèce d'erreur, c'est pas très clair, en fait, vont aller vers le Céret et vont rouvrir en fait la voie de repli vers Bellegarde. Mais toujours est-il que vous voyez que les troupes du Boulou qui sont au nord, au sud du Tec, s'en sortent bien, en fait, elles peuvent se replier. Autant celles qui sont au nord, en fait, elles sont horriblement isolées parce qu'elles n'ont plus qu'une seule tête de pont pour se replier, c'est Céret, et les Français, en fait, vont faire le tour et vont les bloquer avec de la cavalerie. Et dans la panique, en fait, elles peuvent pas vraiment se défendre. C'est vraiment une situation très délicate pour ces troupes qui se retrouvent vraiment isolées. Et à signaler aussi la Valmagne qui isole encore plus les redoutes espagnoles de première ligne dont font partie celles du Pla del Rey. Du coup, cette position de la première ligne elle est encore plus difficile au niveau du repli, comme on va le voir. Bon, alors là, on est dans un endroit où il n'y a pas vraiment eu de combat, mais qui est intéressant parce que ça nous donne une bonne vision de ce qui peut se passer derrière le Pla del Rey. Donc le Pla del Rey est derrière, voilà. Et du coup, là, vous voyez le Boulou ici, et surtout au loin, il y a Céret. Et on a en fait le Tec, donc le fleuve principal qui passe comme ça. Et on a la Valmagne qui passe derrière la crête, que je vais vous montrer après. On a même une petite falaise là où on voit. Et en fait, quand les Français vont faire tomber Montesquiou et le camp des Trompettes ici, en descendant du Saint-Christophe, et les troupes qui sont sur le Pla del Rey s'en rendent compte, mais pour se replier, elles ne peuvent pas repasser par le Boulou pour ensuite partir, parce qu'elles voient bien que c'est en train de s'effondrer, donc elles vont devoir revenir par là et viser Céret. Et en fait, il y a des troupes françaises ici qui vont leur couper la retraite. Donc que je vous montre. Et ça, c'est un de ces mouvements un peu intéressants. Donc on a, vous voyez au loin là, si on se concentre un peu, le camp des Trompettes là-bas avec Montesquieu. Et quand on regarde, là c'est le Boulou. Et on remonte et là-bas, on a Céret avec le Tec. Et la Valmagne, en fait, elle passe en dessous de cette falaise-là. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en fait, le Pla del Rey, il y a tout un chemin à faire pour passer de là, pour ensuite revenir
vers la Valmagne, puis le Tech. Et en fait, les Français vont pouvoir couper cette retraite. Résultat, 1500 morts et 1500 prisonniers pour les Espagnols contre moins de 500 pertes en face. Plus la capture de 150 canons, ce qui me paraît beaucoup, mais en tout cas il y a des canons qui sont capturés, plus le matériel, les tentes, etc. Bref, une belle prise. Et tout ça grâce à une manœuvre qui a rendu inopérantes les défenses espagnoles. Comme quoi on aurait envie de se moquer d'eux à renforcer n'importe quelle colline, mais en fait ils avaient bien raison. Cela vient de la spécificité du combat en montagne. Difficile de manœuvrer et de se déplacer, on a peu d'options pour attaquer mais aussi pour se replier. Du coup il faut penser de manière discontinue les espaces. À tout moment on peut être coupé de ces voies de repli parce qu'on n'a pas assez couvert d'autres routes. Il est littéralement impossible de se suffire d'un seul passage, de concentrer notre attaque sur un seul axe. Déjà parce que les chemins de montagne sont trop petits pour maintenir une logistique digne de ce nom, et ensuite parce qu'on peut nous contourner sans qu'on puisse intervenir. Conséquence, contrairement au théâtre d'opération en plaine très libre, on doit disperser ses forces et avancer conjointement. Aucun gain stratégique n'est possible sans un minimum d'approche opérationnelle, une bonne compréhension des chemins, des voies de repli, des positions de tir ou des débouchés sur la plaine. Ce n'est pas pour rien que le Boulou a servi de point de stabilisation. Ce dernier contrôle le débouché du Tech sur la plaine. Le reste devait être ensuite renforcé pour éviter justement ce qui s'est passé. Une position tournée qui coupe l'armée de ses voies de ravitaillement et de repli. Le grand auteur du XVIIIe siècle à ce sujet, c'est Pierre-Joseph de Bourset, notamment avec son livre « Principes de guerre en montagne ». Mais on remarque également que cette réflexion sur le comment mener les guerres en montagne est également menée rien que par la création des cartes. Voyez par exemple cette carte militaire de la province du Roussillon en 1758. Elle n'a l'air de rien, mais quand on y regarde de plus près, on voit bien qu'un effort est fait, même s'il est limité, pour représenter les variations de hauteur. Mais surtout, on a des symboles déterminant si une route est employable par l'infanterie, la cavalerie ou l'artillerie. Une information précieuse pour un général qui aurait à planifier une invasion de l'Espagne. On retrouve également cette réflexion du comment gérer le conflit en montagne par le réseau de fortifications. Celles-ci ne sont pas construites individuellement mais en réseau pour bloquer certains passages et rester des épines dans le pied de l'envahisseur, ce qui explique que les Espagnols aient mis tant de temps à les prendre une par une. Ce qui nous permet de reprendre notre récit puisque les Français en finissent avec l'invasion espagnole. Le repli du Boulou d'une armée privée de ses bagages amène la Union à se replacer sur Figueres pour se réorganiser. Les Français en profitent pour reprendre chacune de leurs forteresses des Pyrénées, sauf Bellegarde qui est assiégée mais qui résiste. Les forts de la côte, dont Collioure, sont désormais isolés et tombent un à un avec l'aide d'une escadre française venue aider. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des suites des opérations. C'est vraiment la partie qu'on a le moins étudiée, il y a des allers-retours dans tous les sens et on n'est pas allé sur le terrain pour pouvoir voir ça. Donc dites-vous que pendant quelques mois, les Français tentent d'entrer en Espagne et d'aller jusqu'à Figueres, mais sans succès. Leur position, sans avoir repris Bellegarde, est trop fragile. Cela change avec la reprise de cette forteresse fin septembre 1794. On va donc pouvoir attaquer la dernière bataille que l'on a pu étudier, la bataille de la Sierra Negra, surnommée la bataille de la Montagne Noire. Bon, déjà, on va analyser les positions. De Bellegarde, il y a une route principale et directe pour se rendre à Figueres. Les Espagnols garnissent entièrement la zone de retranchement jusqu'à Pont de Molins, puis au-delà pour mieux couvrir la région et protéger la rivière de la Muga qui avait été attaquée précédemment. Si on observe le tout, le nœud de ce dispositif étant évidemment Pont de Molins. En avant, une première ligne de retranchement avec notamment la chapelle de Roure, présentée comme position très forte. Une seconde ligne permet d'intégrer dans le système de défense le Ricardel et le Lobregat, avançant jusqu'à Cap Mani. La droite espagnole est également renforcée. Ajoutez à ça une autre ligne tenue vers l'est depuis Figueres pour garder le contact avec la côte. Bon, vous voyez là pour le coup les retranchements, ils en mettent partout. 97 retranchements. Et en plus, ils les ont même pas bien placés. Vous allez voir, ça n'empêche rien et en plus, ça répartit les troupes et les canons. En effet, les Français ont constitué leur centre sur la Montagne Noire, grand promontoire qui embrasse le champ de bataille et qui concentre l'attention des Espagnols. La gauche française est en arrière et la droite se positionne non loin de la Muga. Et ils ont repéré la faille, la Magdeleine, avec un seul renforcement devant la Muga. Une fois passé, le dispositif espagnol est facile à tourner puisque ce dernier se concentre dramatiquement au nord du Pont de Molins. Et voici la carte
qu'on va mettre pas mal de temps à analyser parce que c'est assez illisible, on va pas se le cacher, c'est très compliqué, mais qui montre surtout qu'il y a des retranchements espagnols absolument partout. Donc le but de tout ce système, si je puis dire, c'est de défendre Figueres, qui se retrouve donc au sud, le sud est en haut sur cette carte, hein, faut que vous vous disiez bien ça. Il y a dans le système donc espagnol à leur droite un petit système de retranchement auquel on ne va absolument pas s'intéresser, hein, qui va avoir son lot de combat avec la gauche française. C'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Nous, on va vraiment zoomer parce que en fait, la bataille de la Sierra Negra qu'on va décrypter se concentre essentiellement autour de la Sierra Negra, la montagne noire, la Magdalène, qui va représenter, on va dire, l'extrême droite de notre espace, et Pont de Molins. Et vous voyez qu'en fait, sur cet espace qui est un peu plus restreint, il y a énormément de retranchements. Les Espagnols se sont en réalité organisés en plusieurs lignes de défense. C'est vraiment très compliqué. Donc on va y aller par étapes. La première étape pour nous, pour essayer de décrypter un peu ce qui se passe, c'est de voir que les Français se concentrent sur la montagne noire, qui est un assez haut promontoire en fait, dans la région, même si la carte ne le montre pas spécialement, et que 2-3 crêtes au sud, les Espagnols ont un système de défense. La grande rivière en fait, qui joue son rôle, c'est la rivière de la Muga. Vous voyez qu'il y en a une autre à côté qui va sûrement jouer son rôle, mais en fait nous c'est vraiment la Muga qui nous intéresse, puisque pour la traversée, en fait, les Espagnols ont protégé un passage au niveau d'une fonderie détruite, nous dit la carte, un peu à l'est de Saint-Laurent-de-la-Muga. Et en fait, ce passage-là, c'est là où il y a la Magdalène, et ça va être un point de repère un peu pour nous. Vous vous en doutez, on n'a pas pu essayer de tout voir. Donc on s'est essentiellement concentré sur ce qu'on avait pu repérer. Donc on est allé à la Montagne Noire. On est aussi allé voir, en fait on a tourné autour du village de Biurré, autour duquel c'est la première ligne et la deuxième ligne de défense espagnole au centre, où on a pu voir quelques petites choses, et on est aussi allé jeter un œil au système de Notre-Dame de la Roure, un peu plus au sud, pas loin de Pont de Molins, où il était censé y avoir la plus grosse structure, la zone imprenable, et comme on le verra, c'est pas exactement imprenable. Bon, on est sur la montagne noire, qui est effectivement une grande chaîne assez en longueur comme ça. Et en fait devant c'est le système de défense espagnol. Et même d'ici là, à l'œil nu, je vois des trucs, mais c'est très difficile à interpréter. Alors je vais vous montrer évidemment, par là-bas on a la Magdalène, avec la Muga qui est cachée dans le creux. Figueres doit être par là-bas. Et derrière vous, en fait, vous avez la France et on voit Bellegarde, je vous montrerai. À droite, le Montreuil, et à gauche, en fait, le système de défense français, parce que la Montagne Noire fait une ligne et un petit bras comme ça, et le système de défense français est là. Alors j'y suis allé, mais c'est une gage, alors, je pouvais pas poser la caméra. J'ai pris quelques photos, et alors, grosse drôlerie, hein, les fascistes espagnols, avec Franco, ont bétonné la zone. Ils ont mis des bunkers un peu partout, notamment au même endroit que les batteries françaises, parce qu'ils avaient peur que les communistes armés par la résistance en France reviennent en Espagne venger les républicains. Bon, il ne s'est rien passé, mais voilà, du coup la zone il y a des bunkers un peu partout, et ça modifie pas mal le terrain. Alors, du coup c'est un peu difficile d'interpréter les choses. Reste que on a quand même, bon bah voilà en face, système espagnol, mais c'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est très vallonné en fait, il y a beaucoup de choses. Là donc la suite de
de la montagne noire, par là-bas et qui tourne un peu après. Et alors s'il faut regarder là-bas, bon faut le voir hein, mais il y a Bellegarde. Et si on regarde de l'autre côté, donc là il y a la Magdalene derrière, pas très visible, mais voilà, quand même une position dominante. Puis vous voyez Montreuil, joli château médiéval en ruine, hein, c'est mignon tout plein. Voilà, donc en fait les Français vont devoir vont tourner cette position en allant par là et en prenant de l'autre côté. C'est le boxon. Alors vous m'excuserez, mais il y avait tellement de vent sur cette scène que je suis obligé de réenregistrer au studio et je ne vais pas essayer de faire semblant de doubler ce que je raconte. Donc je vous reprends ici. En gros, on est sur la première ligne de défense espagnole et au fond, vous voyez la montagne noire et on voit même en arrière-plan Bellegarde. Hein. Donc techniquement, on voit la France de ce point de vue. Ici, c'est la première position des Espagnols devant la position des Français sur la montagne noire. Alors, il faut tout de suite que je vous fasse remarquer que contrairement en France, on a beaucoup trop d'éléments en fait en Espagne, puisque si en France le Mont de Monticule pouvait faire office de trace de redoute, là on a des murs de pierre partout, quoi. On a regardé un peu, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Vous voyez, je m'excite, là je vous montre qu'il y a des murs de pierre par ici, par là. Enfin vraiment, c'est pas des terrassements comme les vignes. Et le bon côté de ces terrassements, c'est comment on voit les vignes, donc on sait à quoi ils servent. C'est des vrais murets pour séparer des zones, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc c'est assez difficile à caractériser. Je vous fais quand même le tour parce qu'il faut vous montrer en fait la vision d'ensemble. Donc ici, je vous rappelle, on est sur la première ligne de défense espagnole. On est légèrement au nord de Biurré. Au fond, vous voyez du coup la montagne noire, qui est la position la plus au sud des Français, avec Bellegarde au fond. Si on regarde à gauche, on voit en fait la Magdalene. Et en arrière, la remarque principale qu'on peut faire, c'est surtout qu'on voit rien en fait. On sait que le reste du système de défense espagnol est derrière nous. Alors là, on a un petit plateau, hein, mais c'est vraiment local, et derrière, il y a juste plein de collines, et il faut se rendre compte à quel point, en fait, les cartes ne nous laissaient pas croire que la région était aussi illisible, quoi. C'est vraiment très vallonné, très marqué, et on voit assez peu loin. Rien que pour la montagne noire, vous voyez qu'on a déjà une crête entre la première ligne de défense espagnole et la montagne noire, alors qu'on est à portée de canon. Hein. Donc voilà, la défense, la région est illisible. Mais on a ça. Et ça, comme je vous le dis là-bas, c'est une redoute. Voilà. Donc déjà, dans l'ensemble, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est que ce tas de cailloux, on peut commencer par faire remarquer que le mur est très épais. Vous voyez que c'est quand même une structure assez lourde qui fait bien 2 mètres d'épaisseur. Cette zone-là, à gauche, elle est faite pour les soldats, et ici on a ce qui s'appelle un parapet. C'est-à-dire qu'en fait, on a un angle qui suit l'angle de la colline. Et l'intérêt en fait de ça, c'est que ça permet de poser son fusil, et le fusil est déjà dans le bon angle pour viser des assaillants potentiels. Ce qui fait que même si vous êtes stressé, vous posez bien votre fusil, ça se fait directement. Et alors, quand même pour vous donner une idée un peu de la hauteur, on peut donner un comparatif que j'ai créé moi-même sur le moment, hein, c'est-à-dire, voilà, je descends, donc on est sur un bon demi-mètre, hein, voire un peu plus haut, ce qui est déjà quelque chose d'embêtant en fait pour un assaillant qui vient de se faire tirer dessus depuis le début de la colline dont la pente est assez raide. Ça donne une idée de la hauteur, quoi. Mais du coup, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui nous dit que c'est une redoute par rapport au mur que je vous montre au fond, là ? Plusieurs éléments.
plusieurs éléments. Donc déjà l'épaisseur dont on a parlé tout à l'heure, le parapet, ou en tout cas cet effort de créer une espèce d'angle. Le système dans son ensemble, parce qu'en fait, quand on regarde au fond, sur le même plateau, on voit que ça continue un peu. On a même trouvé une espèce de zone de batterie de canon, mais on n'est pas trop sûr. Mais surtout, le point de vue du drone. Donc quand vous regardez en fait d'en haut, c'est très clair. Vous voyez apparaître la ligne des murs qui en fait ont des angles assez cassés, qui dessinent en fait des tracés assez caractéristiques de l'époque, un peu bastionnés. C'est une ligne de redans et de rentrants vraiment classique. On lirait presque on peut pas dire vaubanien, mais ça fait un peu tracé bastionné. Et en fait, quand vous regardez cette première ligne qu'on a vue là et sur laquelle j'étais, on a pu voir avec le drone qu'il y avait une deuxième ligne en arrière qui se dessinait en quinconce en fait, donc légèrement décalée avec l'autre et légèrement en arrière. Et elle, pour le coup, les deux triangles sont assez incroyablement caractéristiques. C'est vraiment très dessiné. Il faut excuser le drone, il y avait énormément de vent, donc il avait du mal à tenir sa caméra. Mais voilà, on a deux triangles très bien dessinés, et là, c'est assez clair, c'est de la fortification temporaire. Pour les Espagnols, on compte 45 000 hommes, puisqu'ils ont reçu pas mal de renforts. Mais leur déploiement en met 10 000 en arrière et près de 30 000 au-delà de Pandemolins. Les Français, eux, comptent 35 000 hommes, mais seulement 26 000 sont disponibles. Mais qu'importe, il les emploiera plus efficacement puisque le but est de rendre intenable la position de Pandemolins. Le 17 novembre, la gauche française s'engage pour couvrir le véritable mouvement, celui de la droite qui s'empare rapidement de la Magdeleine, car en grande supériorité et attaquant de nuit. Les difficultés de la gauche la forcent à reculer et le centre doit tenter des attaques pour la sortir de sa situation. Mais à droite, le champ est totalement ouvert. Elle peut tourner la position de la Saloude et y capture 1500 hommes et des canons. La gauche espagnole est rompue, mais l'aile droite française doit s'arrêter sur des hauteurs plus loin. Le plus important est fait. Le centre espagnol ne peut même pas intervenir, puisque la Muga les sépare de cet espace. Donc là, si on revient sur la carte, on voit en fait que ce mouvement français, qui est représenté en fait juste là, a permis à l'aile droite française de se trouver dans un espace où il n'y avait quasiment pas d'Espagnols, mais aussi en fait lui permettait d'avoir une certaine vision du reste du système espagnol concentré en fait au nord de la Muga. Donc on voit bien que Pandemolins, qui est tout au sud, ça serait un des points à faire sauter pour contrôler définitivement la Muga, mais il y a aussi en fait la Roure, juste là, qui est un énorme système, hein. Quand on zoome, il y a quand même visiblement beaucoup de fortifications temporaires, et que c'est vraiment orienté vers la Montagne Noire. Donc arriver à faire tomber ça serait déjà une bonne manière de s'en sortir. Et il y a aussi le fait que du coup, l'aile droite française peut se permettre d'ignorer différentes lignes de retranchement qui étaient prévues en fait face à la Montagne Noire, mais qui n'étaient pas spécialement pensées pour contrer un mouvement au sud de la Muga comme les Français ont fait. Bon, là on est sur une redoute avec une position très dominante, hein, c'est plutôt sympa, on est sur la première ligne espagnole à leur gauche, donc là vous voyez clairement la Sierra Negra avec Montrouig ici. Et si on tourne, on voit là-bas, en zoomant un peu, vous regardez, on voit la position où on était tout à l'heure. Voilà, elle est là, voilà. Et puis à côté, on a Biurré, voilà, donc c'est toujours notre petit repère. Alors vous voyez, la position est pas mal ici quand même. On domine une zone assez clairement. Et on voit là, on peut pas attaquer ça par surprise. Alors ici, on se demande si ce serait pas un poste d'artillerie, voilà, avec un petit creux comme ça pour permettre à la bouche du canon en fait de dépasser. Et si on pousse là, d'ailleurs, vous voyez la Magdeleine en arrière-plan à peine.
Si on pousse là, bon, ça se voit pas très bien, mais ça a l'air d'être une rampe pour apporter le canon avec une petite marche là. Disons que ça a l'air d'être aménagé. Bon, je vous cache pas que c'est pas non plus super clair, mais bon, il y a quelque chose. Et puis bon, après, vous avez l'arrière-pays, hein, c'est toujours aussi cassé. Bon, il y a sûrement les autres lignes espagnoles, hein, mais voilà, en fait, on ne voit pas très loin. C'est par creux, tout ça. On voit clairement et en même temps, on voit pas très loin. Désolé, hein, la position est pas folle. Alors, si on regarde avec le drone, voilà, on tourne sur nous-mêmes et puis on voit quand même à quel point on a un point de vue général sur la région et qu'on peut déterminer un peu comment les lignes pouvaient se voir entre elles, peut-être, mais c'est vrai que c'est difficile de se figurer. Et c'est surtout que le pays est cassé, quoi. Alors d'un point de vue supérieur, en fait, ce qu'il y a d'assez marquant, c'est qu'au-delà de la ligne qu'on voit assez bien se dessiner, hein, vous voyez même en allant droit du canon tout à l'heure, en fait, derrière, il y a l'air d'y avoir des terrassements, mais qui vont avec la redoute dont on vous a parlé, parce que vous voyez, il y a une frontière très nette avec rien d'un côté et les terrassements de l'autre. Donc on se demande si c'est pas pour permettre aux tentes en fait d'être installées, d'avoir des zones plates et ainsi loger tout le bataillon. Mais c'est vraiment pas clair du tout. On a été un peu voir, donc vous voyez ces terrassements-là. Bon, après la nature a fait son œuvre. On a trouvé quelques morceaux de poterie, on ne sait pas analyser. Il faudrait vraiment creuser plus loin. Alors après, pour vous donner une idée de ce qu'on a pu voir, on a été à d'autres endroits et vous voyez, il y a des murs en fait partout. C'est terriblement ininterprétable. Là, typiquement, avec l'épaisseur du mur, on a envie que ce soit une fortification temporaire, mais en fait, l'orientation ne correspond pas très bien. Il y a plein de petits murets à côté. On se demande vraiment ce que ça peut être. Et vous voyez, bon, au point de vue global de la région, c'est pareil. En fait, vous voyez, il y a vraiment des murs partout. Donc on ne sait pas ce qui se passe, quoi. On ne peut pas interpréter ces trucs-là, c'est assez difficile. Mais le 17 novembre, avec les combats du centre et de la gauche, voit aussi la mort du général Dugommier, ce qui désorganise l'état-major français. La gauche ayant souffert, on hésite. On se donne 48 heures, notamment pour laisser le temps au nouveau général en chef Pérignon de prendre ses marques. Finalement, le 20, les Espagnols ayant décidé de tenir leur position devant Pont de Molins, les Français reprennent l'attaque. La droite a été renforcée et attaque dans deux directions. Vers le fort de Roure, en passant dans le dos du système de défense espagnol, et vers Lierre au sud. Roure est totalement surpris par la manœuvre, et tombe rapidement, alors qu'il était censé être un pivot fort. La Union y trouve d'ailleurs la mort. Pas impossible qu'il ait été tué par un de ses hommes. Après la défaite du Boulou, il devait y avoir une certaine tension dans l'armée espagnole, dont les troupes n'avaient pas l'air de vraiment apprécier la Union. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'attitude de ce dernier. Les redoutes, ça permet aussi d'éviter la désertion. Mais bon, franchement, on ne sait pas. Lierre emporté également, les deux colonnes peuvent prendre en étau Pont de Molins qui tombe immédiatement. Le centre a profité de l'action de la droite et a forcé toutes les positions qui se replient plus qu'elles ne résistent. Seule la gauche française a plus de mal à bousculer les positions espagnoles, mais à la chute de Pont de Molins, panique s'installe et l'armée espagnole s'enfuit dans Figueres, poursuivie par les différentes colonnes françaises. Désorganisée, démoralisée et vaincue, l'armée espagnole ne résiste plus et Figueres capitule le 28 novembre. Bon, voilà, vous voyez finalement que la carte exprime assez bien ce qui se passe. Notre-Dame de la Roure voit même pas arriver ce mouvement. On a cherché vraiment un peu dans toute la région, tout ça. À Notre-Dame de la Roure, il ne reste pas grand-chose. On va quand même vous donner le point de vue pour montrer en fait à quel point c'était pas spécialement prévu pour contrer un mouvement de ce genre. En fait, la région reste encaissée. Alors là, on est à Notre-Dame de la Roure, qui est le centre névralgique du système de défense, avec Pont de Molins derrière, que je vois pas. Bon, en fait, c'est quand même une position où on y voit assez clair. On voit bien tous les points de la bataille, donc bon, derrière la Sierra Negra, hein. Mais même, on a quelques collines. Là-bas, on reconnaît une des zones de redoute qu'on avait reconnues tout à l'heure. Et là-bas, je me demande si on voit pas 2 ou 3 triangles. On va peut-être aller voir. Et puis au fond, la Madeleine, par là. C'est par là que les Français vont attaquer. Et donc ça va foutre une certaine panique. Hein. Parce que le système devait être prévu pour
pour regarder plutôt par là, même si en fait ça devait être un truc énorme. On trouve rien, hein. Ici vraiment il reste rien. Mais bon, on va voir. C'est une grosse victoire française qui, malgré leur sous-nombre, parviennent à renverser complètement le système de défense adverse rendu trop statique par ses positions. Et c'est une bonne occasion de parler un petit peu de ces fortifications temporaires très peu connues. Comme on a pu le voir dans cette guerre du Roussillon, que ce soit du côté des Espagnols ou des Français, on met des redoutes partout. Et ça remet gentiment en cause l'image de l'armée révolutionnaire offensive au portant tout dans ses assauts en colonne. Au contraire, on voit bien sur les cartes de tous les fronts des tracés de fortifications passagères, notamment en 1792 et 1793. Et là, je ne vous parle pas des campements pour protéger en avant les fortifications. On voit ça même pour les armées en campagne, et la bataille de la Sierra Negra en est un exemple presque caricatural. En fait, elles ne viennent pas de nulle part, ces fortifications passagères. Elles sont même au cœur d'une grande dispute avant la Révolution. C'est-à-dire que depuis le début du siècle, on fait des fortifications temporaires. Mais ces dernières sont essentiellement des lignes continues de grands malades qui fonctionnent pas super bien. Bonjour. Bref, tactiquement c'est pas mal, mais dans le cadre d'une campagne, ça peut poser des problèmes en vous rendant statique et parfois en perdant complètement tout son intérêt du fait d'un bon mouvement de l'adversaire. C'est donc très critiqué, mais pas pour autant supprimé. On développe une nouvelle approche des fortifications passagères qui ne sont plus des lignes continues, mais des petites œuvres qui tiennent des points clés, tant tactiques qu'opérationnels. On citera le livre du Chevalier de Clairac, L'ingénieur de campagne ou la fortification passagère en 1749. Grand succès qui développe l'idée de construire de petites structures pouvant se soutenir entre elles et qui s'adaptent au terrain. Petit exemple avec le camp de Nordheim, où on n'a que quelques petits ouvrages pour couvrir ce qui n'est pas fermé par les cours d'eau. Ou la bataille de Fontenoy, avec un point fort au centre et à droite, plus de petits renforcements. Bref, ça fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à la Révolution, qui elle prône d'abord la vitesse et l'engagement. Mais ça se passe pas bien, alors on sort des moyens de se sécuriser des cartons. En fait, on en parle très peu, mais les batailles rangées ouvertes, au-delà des récits de gloire qu'elles génèrent, sont surtout des moments de très grand hasard. Surtout quand on a une armée de novices et qui manque d'officiers, dont une partie s'est enfuie après la prise de la Bastille. Du coup, on cherche à limiter ce hasard, à contrôler les espaces et à rassurer les recrues. C'est toujours plus facile une première expérience du feu quand on a une protection, il n'y a pas à dire. Mais ces fortifications passagères transforment les guerres en combats de poste, en petites actions. La guerre devient moins manœuvrière, excepté quand le système de défense s'est complètement tourné, comme ça s'est passé durant tout le long de la guerre du Roussillon. Oubliez donc les grandes manœuvres. On pense beaucoup plus en opération, en blocage d'espace et en petites actions pour faire s'effondrer un système de redoutes interdépendantes. Avec ça, les coalisés adoptent une stratégie méthodique. On tombe presque dans une guerre de siège où le cordon est resserré petit à petit sur la France. Et cette dernière ne pouvant pas se permettre une guerre longue et coûteuse, elle cherche une solution dans la guerre offensive. À partir de 1794, si les campements sont partiellement abandonnés et qu'on recherche beaucoup plus de grandes manœuvres décisives permettant de détruire entièrement une armée adverse, les fortifications passagères indépendantes subsistent. Elles restent en effet un excellent moyen de sécuriser de nouveaux gains et donnent aussi une base arrière stable en cas de revers. On peut également y attendre une attaque adverse pour ensuite se projeter contre l'adversaire une fois que ça a été repoussé. Ce n'est pas pour rien que l'armée des Pyrénées-Orientales manœuvre pour obtenir des résultats à partir de 1794. Mais ça ne l'empêche pas de renforcer ses positions acquises, notamment sur la Montagne Noire avant la bataille de la Sierra Negra. Bon là les gars, il faut discuter, hein. Ça fait 2 semaines qu'on patauge dans la garrigue partout. Il n'y avait rien de caractéristique, mais là c'est du sérieux. Et clairement, ça change un peu la perception qu'on doit avoir des combats de l'époque là pour le coup. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un retranchement temporaire, une fortification passagère qui a été faite par les Espagnols. On est entre la 2e et la 3e ligne de défense espagnole, donc on est au sud de Biurré, au nord de Pont de Molins qui est par là. Au-delà de ce mur de pierre, vous avez la Sierra Negra, et par là c'est
c'est à Magdalene. C'est un énorme truc, c'est énorme. Alors qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas juste intéressant comme d'habitude? Déjà la taille des murs, c'est quand même pas mal. Mais surtout il y a plusieurs autres éléments qu'il va falloir que je vous montre, notamment ce sur quoi je suis assis, qu'on appelle communément une banquette. Et c'est pas fait pour s'asseoir. En fait une banquette c'est assez simple. Vous voyez quand on a un mur de cette taille c'est un peu difficile de tirer par dessus. Donc le bon côté c'est que quand on descend on est caché, donc on peut recharger le fusil tranquillement, mettre la balle, tout ça, enfin c'est assez long à l'époque. On se charge et là on se met en place sur la banquette. Et là on arrive à peine au-dessus et on peut tirer. Et alors là on a un casse-batte. C'est quand même... je vais vous montrer parce que en fait c'est plus... Oui, alors bien sûr, on peut mettre des soldats dedans, mais il y a un trou et il n'est pas là pour rien. Je vais faire le tour. Attendez-moi là. Et vous voyez au-dessus, en fait, on a un trou. Ce qui fait qu'en fait, on combat. Et quand il y a un problème, quand ça commence à vraiment devenir compliqué, vous sautez dans le trou et vous repartez. Moi, je ne sais pas le faire, j'ai plein de câbles partout. Et je vous avoue que... il y a pas mal de pierres qui bougent. C'est pas nécessairement la chose la plus intelligente à faire. Mais bon, quand même. Et puis je vous fais un petit spot du tour. Maintenant qu'on y est. Alors là, vous voyez au fond, c'est vénère. Hein. C'est énorme. Et de l'autre côté, alors forcément, du coup, c'est pas très plat, mais là, vous voyez du coup la Sierra Negra. Voilà. Donc voilà, il y a Bioré là qui vous sert de repère un peu. Voilà. Et on est allé voir le système là-bas. Hein. Donc vous voyez les retranchements qui sont pas mal. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, ça continue quoi. C'est un gros truc. Voilà. C'est assez énorme. Je vous en fais une dernière pour le plaisir, mais enfin... voilà, c'est ça la hauteur du mur. Je fais 1m85 quand même. Donc bon, si je veux venir... Alors sachant que les Espagnols pouvaient tout à fait pousser en fait les pierres sur les assaillants comme ça. Ce qui peut peut-être expliquer des éboulis par-ci par-là. Bon, ça dépend, même pas, je suis même pas sûr qu'il y ait eu de combat ici. Parce que finalement... tout ce système qui a l'air quand même bien dense, hein, comme on commence à le voir, il a été tourné en fait, ils sont passés par derrière. Ils sont passés par la Magdalene et ils ont retraversé la Muga derrière. Donc bon. Derrière, tout à coup, on a un bataillon ici, on a un bataillon là, on a un bataillon là. Mais bon, c'est bien d'être sur le terrain pour se rendre compte qu'en fait... contrairement à ce que la carte pouvait laisser croire que c'était peut-être des petits mamelons, on est dans une région en fait où on ne voit pas 1 kilomètre. On voit rien. Donc chaque promontoire bien défendu, c'est une bonne idée. Du coup, on a regardé la structure vue d'en haut et vous voyez en fait que c'est quelque chose d'énorme en fait. Hein. C'est 2 mètres de haut, 2 mètres d'épaisseur. Donc on n'a pas pu mesurer la longueur tellement c'est grand. Donc là, vous voyez en fait la forme que pouvait avoir la casemate. C'est un léger triangle vers l'adversaire, puisque les Français sont en haut de l'écran, viendraient du haut de l'écran s'ils avaient attaqué, avec quelques éboulis et puis l'angle qui visiblement n'a pas trop tenu. On voit encore, d'ailleurs, on peut apercevoir la banquette. Et quand on s'éloigne, on a le même effet que sur l'autre structure qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire des espèces de terrassements qui forment une espèce de camp. Alors on se demande un peu à quoi ça pouvait servir. Mais voilà, du coup, quand on prend un peu de distance, ça donne une structure impressionnante. Et vous voyez au fond, du coup, la position des Français qui est la Montagne Noire, qui est assez loin, hein, mais on a une vision sur le pays qui est quand même assez hallucinante.
on a toujours Biurré, on voit même le camp de tout à l'heure à gauche. Et on pense que cette deuxième ligne-là, c'était quand même un élément assez important du dispositif. Mais c'est impressionnant. Ce qui nous permet de reprendre et de conclure notre récit de la campagne. La prise de Figueres est une grosse étape dans une future possible invasion de la Catalogne allant jusqu'à Barcelone. Mais avant d'aller plus loin, il faut sécuriser la côte, notamment en prenant le port de Roses. Et ce port résiste plus longtemps que prévu. Il ne tombe que le 3 février 1795. Les Espagnols ont donc eu le temps de se réorganiser sur la Fluvia. Bon, nous, dans notre expédition, on n'ira pas plus loin, donc je vais terminer la guerre rapidement. En fait, les deux camps sont fatigués. Avec leurs différentes victoires, les Français arrivent à ramener à la table de négociation la Prusse et l'Espagne et parviennent même à faire que les Provinces-Unies se transforment en une république sœur, la République batave. Du coup, l'armée des Pyrénées-Orientales, devenue armée de Catalogne, est un peu délaissée et manque de moyens. Tandis qu'en face, les Espagnols essaient surtout de ne pas perdre plus de terrain. D'autant plus que du côté des Pyrénées occidentales, les Français arrivent également à envahir le Pays basque espagnol. Bref, ça stagne. Il y aura bien la bataille de la Fluvia, mais sans grand résultat. La paix est signée entre la France et l'Espagne au traité de Bâle le 22 juillet 1795. L'Espagne récupère tout le territoire occupé par les forces révolutionnaires en échange de la partie de Saint-Domingue qu'elle contrôlait. Les Français obtiennent également une sorte de tribu de 50 étalons, 150 juments, 1000 brebis et 100 moutons par an pendant 5 ans. Ça valait le coup, hein. L'année d'après, les deux pays formalisent une alliance contre la Grande-Bretagne à travers le traité de San Ildefonso. Il y a des guerres comme ça, elles commencent, elles se terminent, et puis après on fait comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Sauf pour la mémoire locale. La guerre de la première coalition durera encore 2 années, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère tout de même avoir réussi à vous intéresser à ce conflit périphérique. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de cet ensemble sur la guerre du Roussillon avec des passages sur le terrain. J'espère que tout ça vous a plu et vous a intéressé, avec ce qu'on a réussi à trouver, mais aussi malheureusement le manque de marques à certains espaces. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Mais j'y pense. Est-ce que ce serait pas là l'occasion de parler du quotidien des soldats de la Révolution? Oui, non, mais parce que, pendant qu'on y est, hein. D'ailleurs, si le thème vous intéresse, j'ai tout repris du livre de Jean-Paul Berthaud, La vie quotidienne des soldats de la Révolution, 1789-1799. Déjà, on peut remarquer que les armées révolutionnaires sont faites de briques et de broc. C'est bien simple, l'explosion des effectifs, les troubles créés par l'ambiance révolutionnaire et la guerre constante rendent très difficile la mise en place et le maintien d'un approvisionnement continu des troupes. Rien que pour les vêtements, déjà, c'est une gageure. Les uniformes ne sont pas là, du coup, chaque soldat se débrouille un peu comme il peut. Ce qui fait que les armées révolutionnaires sont souvent bizarrement regardées dans les villes qu'elles occupent. Ça fait bizarre d'être battu et occupé par des troupes sans signe distinctif. Certains officiers sont même obligés d'improviser des insignes de grade avec de la laine. Mais le pire, ce sont les souliers. Ça revient partout, tout le temps, il n'y a pas assez de souliers. En même temps, quand on fait des sessions de marche quotidienne d'entre 20 et 25 km à pied, ça use les souliers. C'est à garder en tête pour expliquer la lenteur, le ralentissement ou même l'arrêt de certaines troupes. Régulièrement, elles se retrouvent carrément pieds nus.
On a quasiment une lettre par semaine qui demande des souliers rien que dans l'armée des Pyrénées-Orientales. Et visiblement, ils n'y arrivent pas. Un exemple. 20 avril. Envoyez-nous 1500 paires, s'il vous plaît. 7 jours plus tard. Excusez-nous, mais les souliers sont pas arrivés. Envoyez-nous 1500 paires, s'il vous plaît. 5 jours plus tard. Bon, allez là, avec votre retard, il m'en faut 500 de plus par demi-brigade. Résultat, le 1er août. Bon, on avance bien, mais j'ai des soldats pieds nus dans la montagne. Voilà. Pour les armes, c'est pareil, il y a un manque criant. Le fusil de base, c'est le fusil 1777, 1,52 m, 4 kg. Mais en février 1794, l'armée des Pyrénées-Orientales accuse un manque de 20 000 fusils. En fait, on compense avec les armes du coin, mais ça rend beaucoup plus difficile l'approvisionnement puisque les munitions ne sont pas les mêmes. Un des intérêts de la réorganisation, c'est justement que ça permet de rassembler les armes en fonction de leur calibre. Et si vous vous souvenez, il y a eu un effort de l'organisation de la production. Durant la campagne, ça va avoir un effet positif. Finalement, le projet d'armée de pique les troupes a été abandonné. Notez tout de même qu'un fusil, ça s'entretient. Et à l'époque, bien plus fréquemment qu'aujourd'hui. Rien que la pierre à fusil, qui doit produire l'étincelle nécessaire à la mise à feu, doit être remplacée tous les 30 à 40 coups. Ça tombe bien, il faut également nettoyer entièrement l'arme, ainsi que la huiler à peu près à la même fréquence. Mais cela veut dire qu'en plus des munitions, il faut fournir aux soldats des pierres de fusil et de l'huile régulièrement. Pour ce qui est de loger les soldats, on privilégie les camps, comme on l'a vu. Chaque tente est partagée par 7 ou 8 hommes, ce qui pose des problèmes d'hygiène. Les tentes sont surnommées les palais d'époux. Un véritable effort est fait pour pousser les soldats à se laver régulièrement. Et un des produits les plus fréquemment demandés par les généraux, loin derrière les souliers certes, mais quand même, c'est le savon. Et avec tout ça, il faut manger. La base quotidienne, c'est du riz, du pain, du sel. Du coup, les soldats chargés de l'intendance sont surnommés les riz-pain-sel. S'y ajoutent de la viande de bœuf ou de mouton, des fèves, des haricots, des lentilles, et selon le lieu de la campagne, quelques légumes. On va souvent chercher dans le coin ce qu'on peut rajouter dans la marmite. D'ailleurs, la marmite, c'est là où on prépare le plat quotidien pour 14 hommes, l'ordinaire. À 6 h du matin, la marmite est remplie de 12 pots d'eau et de 7 livres de viande. La viande cuit durant 3 heures et le bouillon est rempli de légumes petit à petit. Pois, pommes de terre, poireaux en fonction de la maraude et du pays où l'on est. On sale bien. Une fois la cuisson terminée, on recueille le bouillon et on y trempe le pain. Le couvercle de la marmite sert de casserole, on récupère des graisses pour y faire rissoler quelques oignons. Puis on y place les légumes de la marmite et on lit le tout avec un peu de bouillon. Quand la soupe est mangée vers 10-11 heures, on garde la viande pour le soir, réchauffée avec un peu d'eau salée et poivrée. Bon, ça c'est la recette théorique, ça dépend de ce qu'on trouve et de ce que la logistique arrive à apporter. Parce que là aussi, il y a de nombreux dysfonctionnements. Bon, en même temps, c'est pas du tout facile. Dans les Pyrénées, il y a plusieurs pénuries. Déjà parce que les routes ne sont pas bonnes, et ensuite parce que les troupes s'éloignent rapidement des centres et des dépôts une fois que les opérations se passent bien. On a pas mal d'accidents pour les chariots ou les ânes engagés dans les montagnes pour rapporter la farine ou le riz. Cela ralentit les troupes, on marche pas vite le ventre vide. C'est un peu la constante. Enfin, parce qu'il serait temps de parler de la campagne, on peut parler des camps, des marches et des marmites comme des lieux de sociabilisation très forts. On se rencontre, on joue de la musique, on lit le journal et on s'étonne des différents dialectes des personnes constituant les armées révolutionnaires, puisque ces dernières mélangent des troupes venues de différents départements. El franché et tout être boin berdoulé par terre touche comme chaud, hein. Quina yengua parla. Bref, durant la veillée, on joue également aux cartes ou aux dés, et révolution oblige, on parle beaucoup politique, ce qui finira par être tempéré par les officiers au fil du temps. Enfin, notons la présence de femmes qui remplissent plusieurs fonctions. J'y reviendrai plus précisément un jour, mais il ne faut pas effacer ces dernières. On a des blanchisseuses, des vivandières et des cantinières qui jouent un rôle important. La tente de la vivandière est également un haut lieu de sociabilité du camp. Il y a des femmes de soldats ou de simples suiveuses de régiment. Encore un sujet à traiter proprement, ça. Et aussi, des femmes soldats. Pas nombreuses, certes, mais il y en a. On en a même certaines qui iront jusqu'aux guerres napoléoniennes. Voilà. Je vais m'arrêter là, il serait peut-être temps de parler de la campagne, même si on pourrait parler aussi du fait qu'ils écrivent beaucoup de lettres, qu'il faut un système postal.